Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un temps avant le Big Bang? Alors, ça dépend de ce que vous appelez le Big Bang. Parce qu'en fait, on parle du Big Bang comme on en parlait en 1950. C'est-à-dire, on dit, bah voilà, l'univers est en expansion, on a les équations d'Einstein, si on les extrapole vers le passé aussi loin que possible, on tombe sur un univers qui est de plus en plus petit, de plus en plus chaud, qui se contracte donc, et puis on arrive à un point, ce qu'on appelle une singularité, un univers de taille nulle, ponctuel, et on associe à ce truc-là un instant zéro. Et on dit que c'est le Big Bang. Et en effet, ça pose des questions. Vous posez qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qui a fait office d'allumette cosmique, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres, est-ce qu'il y avait un temps avant, etc. Très bien. Sauf que entre 1950 et aujourd'hui, il s'est passé des choses. Quand vous faites l'extrapolation dont je viens de parler, c'est à partir des équations d'Einstein de la gravitation, qui est la force dominante à grande échelle. Donc elle est celle qui permet en effet d'extrapoler dans le passé. Mais comme vous le savez, les équations d'Einstein ne décrivent que la gravitation. Or, dans l'univers, il y a d'autres forces. Les forces électromagnétiques, les forces nucléaires. D'accord ? Et donc, quand vous faites cette extrapolation, il y a un moment où les conditions physiques, température, énergie des particules, sont telles que vous devez tenir compte des autres forces, pas simplement de la gravitation. Or, les autres forces, elles sont décrites par la physique quantique, qui n'est pas la même théorie que celle d'Einstein. Et donc, il y a un moment, quand vous faites l'extrapolation vers le passé, où vos calculs mathématiques deviennent faux physiquement. Ils sont peut-être vrais mathématiquement, mais ils deviennent faux physiquement. C'est-à-dire qu'ils ne décrivent pas tous les processus que subissent les particules à partir d'un certain moment dans l'histoire. Et ce moment, c'est ce qu'on appelle le temps de Planck, ou le mur de Planck, qui est le moment dans l'histoire de l'univers en amont duquel, pour pouvoir dire ce qui s'est passé, il faut marier la physique quantique et la relativité générale. Okay. Donc, aujourd'hui, on devrait dire, voilà, il y a le temps de Planck, qui n'est pas à l'origine de l'univers, qui n'est pas le commencement, et depuis le temps de Planck, il s'est passé ceci et cela. Mais en amont du temps de Planck, on ne sait pas. On peut tenter de le savoir. Pour tenter de le savoir, il faut marier la physique quantique et la relativité générale. Depuis 40 ans, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui cherchent à unifier les interactions pour être capable d'avoir un formalisme mathématique permettant de décrire l'univers en amont du mur de Planck. Donc vous avez entendu parler de la théorie des supercordes, de la gravité quantique à boucle, de la théorie des twisters, etc. Il y a plein de pistes théoriques. Mais le point fondamental, c'est que, alors je vais prendre un exemple avant de le dire. Prenez la théorie des supercordes. Elle décrit les particules comme des cordes qui vivent dans l'espace-temps à plus que 4 dimensions. Bon. Mais elle dit surtout qu'il doit exister dans l'univers une température limite. Car en tout point de l'espace et à tout instant du temps, la température dans l'univers n'a pas pu excéder une certaine valeur, qui est très grande, mais qui est finie. Il suffit que je dise ça pour que l'instant zéro des anciens modèles de Big Bang passe un seul quart d'heure. Pourquoi ? Parce qu'il lui était associé une température infinie. La théorie des cordes dit que cette température infinie n'a jamais eu lieu. Donc cet instant zéro est une fiction. Que dit la théorie des cordes quand on l'applique à avant le mur de Planck ? Elle dit qu'il y avait un univers d'avant qui est en contraction, qui s'échauffe. Il atteint la température limite autorisée par la théorie. Et là, il ne peut plus se contracter davantage. Il n'a pas le droit, parce que ça l'échaufferait. Donc il rebondit sur lui-même. Et donc le Big Bang, là, c'est plus une singularité avec un commencement auquel on associe l'instant zéro, c'est une transition de phase entre l'univers d'avant et l'univers d'après. Okay. Alors ça, c'est un exemple. Et puis vous allez me dire, peut-être la théorie des cordes est fausse, elle l'est sûrement. Donc la conclusion que je viens de tirer, elle est fausse elle aussi, parce qu'elle s'appuie sur une théorie qui n'est pas la bonne. Mais le point important, c'est que quelle que soit la théorie que vous choisissez pour marier la physique quantique et la relativité générale, et devenir capable de décrire l'amont du mur de Planck, quand vous appliquez cette théorie à ce qui s'est passé avant, la singularité initiale disparaît. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous n'avons pas la preuve que l'univers a une origine,
et nous n'avons pas la preuve qu'il n'en a pas eu. Ok? Donc c'est une question ouverte. D'ailleurs, juste une parenthèse. Quel est le sens du mot origine? Si je vous demande votre origine, vous allez me parler de vos parents, de vos grands-parents, peut-être du pays d'où vous venez. Bref, vous allez me raconter une histoire dans laquelle vous n'êtes pas présent, mais dont vous êtes l'aboutissement. Donc le mot origine, dans la langue commune, veut dire conclusion. Dire l'origine d'une chose, c'est dire l'histoire dont cette chose est la conclusion. Donc on peut tout à fait décrire l'origine des atomes, par exemple, en expliquant les réactions nucléaires qui se sont produites dans les étoiles et dont les atomes sont les aboutissements. Et là, ça va très très bien. Mais si la question qui vous intéresse, c'est non pas l'origine de choses qui sont dans l'univers, mais l'origine de l'univers, vous allez devoir raconter, en suivant la même méthode, l'histoire de ce qui s'est passé avant l'origine de l'univers, dont l'origine de l'univers est la conclusion. Sauf que si vous parlez d'origine de l'univers, vous sous-entendez qu'il n'y a pas d'histoire avant. C'est une origine absolue et non pas une généalogie qui se déploie. Donc méfions-nous de tous ceux qui nous racontent l'origine de l'univers, en disant, au début, il y avait ceci ou cela. Alors ceci ou cela, ça peut être un océan primordial, un œuf primitif, le chaos, le verbe, ce que vous voulez. Vous voyez que ça ne va pas. Parce que ou bien cette chose dont vous dites qu'elle est en amont de toutes les autres a toujours été là. Mais alors il y a toujours eu quelque chose. Et s'il y a toujours eu quelque chose, l'univers n'a pas d'origine. Ou bien cette chose n'a pas toujours été là, ça veut dire qu'elle est la suite d'une autre chose qui l'a précédée, donc c'est pas l'origine. Donc quand vous nommez l'origine de l'univers, vous prononcez une phrase qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Une autre question que je me pose, donc tout à l'heure on a parlé du temps et on l'a associé à la succession d'événements. D'instants. Succession pas d'instants. d'événements. D'accord. Parce que justement, sauf en relativité générale, le temps est indépendant des événements. C'est-à-dire que... Donc, prenez la physique de Newton. Quoi qu'il se passe dans le temps, ça ne change pas le temps. Oui. Le paramètre T, là, quoi qu'il se passe, n'est pas affecté par ce qui se passe. Non. Donc le temps, c'est la succession des instants. Et la grande question, c'est en quoi est-il relié ou non aux événements? Alors, dans la langue courante, on ne cesse pas de les associer, puisqu'on n'hésite pas à attribuer au temps des qualificatifs. On dit il y a un temps physique, un temps géologique, un temps psychologique, un temps biologique. Bref, on invente autant de sortes de temps qu'il y a de temporalités différentes. Moi, je suis bien d'accord pour dire qu'il y a des phénomènes biologiques qui ont des temporalités particulières. On les mesure avec du temps physique. Autrement dit, c'est une sorte d'abus de langage de dire que le temps ressemble au phénomène temporel. D'ailleurs, si le temps ressemblait au phénomène temporel, ça veut dire s'il avait des sortes d'habits d'arlequin qui changeraient à chaque fois que se déploie un certain type de choses en son sein. C'est ça plus un concept. On ne parlerait pas du temps, on parlerait de temporalité. Et d'ailleurs, dans le langage, le mot temps dont on parlait tout à l'heure avec Paul Valéry, vous pouvez faire un exercice marrant. Vous notez toutes les phrases que vous avez entendues ou que vous lisez qui contiennent le mot temps. Et vous vous demandez, mais dans cette phrase, quelle est la signification du mot temps? Vous verrez qu'il y a des phrases dans lesquelles le mot temps signifie durée. La durée, qui n'est pas la même chose que le temps. Le temps, il fabrique la durée, c'est pas la même chose que le temps. La durée n'est pas la même chose que le temps. Il y a des phrases où le mot temps va signifier causalité. Des phrases où il va dire simultanéité, succession, changement, devenir, vitesse, etc. Bref, ça fait trop de mots pour un seul mot. Okay. Et donc la grande question, c'est à partir de quel point de vue on pourrait faire un travail critique sur le langage? Ce que Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. Voilà, comment est-ce qu'on nettoie le langage pour qu'il parle du temps en tenant compte de ce que nous savons sur lui? Et là, c'est pas facile. Avec un collègue qui s'appelle Vincent Bontemps, on a organisé un colloque en 2022 à Cerisy. On a invité des physiciens, des biologistes, des mathématiciens, des cosmologistes, des psychanalystes, des historiens, des philosophes.
on leur a demandé de faire la même conférence que d'habitude, mais sans utiliser le mot temps. Ou alors quand ils l'utilisaient, de dire pourquoi ils l'utilisaient et pas un autre. Et à chaque fois qu'ils l'utilisaient, ils perdaient un point. Voilà. Ils avaient droit à 20 points. Très peu ont réussi à terminer leur exposé avec des points, puisque c'est un automatisme. On sort le mot temps, il nous vient à l'esprit tellement la langue le charrie depuis longtemps, et sans y réfléchir, on parle du temps, sans se poser la question du sens qu'on donne à ce mot. Mais bon, puisque la physique est devenue très puissante à partir du moment où on a mathématisé le temps avec Newton, on se dit, mais finalement, c'est les physiciens qui ont la main sur le temps, parce que c'est en le conceptualisant qu'ils ont rendu la physique si efficace. On a pu prédire des sortes de planètes, le boson de Higgs, les ondes gravitationnelles, enfin, toutes ces découvertes ont à voir avec le temps tel qu'on le représente en physique. Mais le problème, c'est que quand Newton dit le temps c'est T, ou T c'est le temps, il ne dit pas par quel stratagème intellectuel il a reconnu dans ce paramètre mathématique cette chose qu'on appelle le temps, dont on parle autrement que le statut du paramètre T réclamerait qu'on en parle. Autrement dit, quel est le mécanisme qui fait qu'il a reconnu le temps dans ce truc? Parce que le paramètre T, il ne ressemble pas à ce qu'on dit du temps. Il ne change pas au cours du temps, il n'a rien avec le changement, il n'est pas affecté par les phénomènes temporels, il n'a pas de vitesse. Bref, il ne ressemble pas à ce que nous pensons du temps. Donc faisons l'expérience de pensée. Imaginons que Newton ait appelé le paramètre T d'un autre nom. Il l'ait appelé truc. Ben, les physiciens feraient des colloques sur truc, pendant que les linguistes, les biologistes et les autres feraient des colloques sur le temps. Peut-être que la difficulté, c'est que le temps est très polysémique, en fait. C'est le problème. Ça a autant de sens qu'on en a d'usage. Voilà. Regardez, il y a des gens qui disent que quand plus rien ne se passe, le temps s'arrête. Il y en a qui disent, alors le temps s'arrête, ça veut dire quoi? Il y en a qui disent, mais au contraire, quand tout s'arrête, le temps, lui, continue de passer. Quand un système physique atteint l'équilibre, il ne se passe plus grand-chose en apparence, et le temps continue de passer. Donc ça crée toutes sortes de confusions. Et en fait, quand nous parlons du temps, nous prononçons des phrases qui sont contradictoires entre elles. Là, on arrive sur la fin de notre entretien. C'est aussi le moment de l'entretien où je pose la question des recommandations de lecture. Je sais que vous êtes en train d'écrire un livre, je ne sais pas s'il est encore paru. Il est paru du coup? Il est paru, oui. Donc de quoi parle ce livre? Il s'appelle Transport physique, au pluriel. D'accord. Il vient de paraître chez Gallimard. Je n'ai pas le temps de le résumer parce qu'il parle de trop de choses, mais je peux vous donner l'amorce. J'ai appris, grâce à un camarade chef d'orchestre, que Maurice Ravel, le compositeur, qui était un mauvais chef d'orchestre, d'après ce qu'on raconte, un jour il a dirigé un orchestre en un concert qui jouait ses œuvres. Et au milieu d'un morceau, brutalement, il a cessé sa gestique, comme on dit, il s'est immobilisé. Évidemment, ça crée une cacophonie dans l'orchestre. Il y a des musiciens qui ont arrêté de jouer, d'autres qui ont joué à leur rythme, bon bref. Et puis il a repris sa gestique au bout d'un certain temps, nouvelle cacophonie. Et à la fin du concert, on lui a demandé, maître, qu'est-ce qui s'est passé? Et Ravel a répondu qu'il a entendu pendant un court laps de temps, dans son crâne, une musique intérieure, plutôt une autre interprétation possible de son œuvre que celle qui était jouée par l'orchestre. Autant dit, sa musique intérieure l'a rendu sourd à la musique extérieure. Et moi, je me suis dit, mais ça, c'est la condition humaine. Non pas qu'on soit enfermé dans notre moi, mais on est enfermé dans le monde. Ce que j'appelle le monde, c'est la Terre, l'atmosphère, le ciel tel qu'on voit depuis la Terre. On n'est pas dans le vide. Bref, on est dans un endroit très particulier de l'univers. Et ce monde dans lequel nous vivons et auquel nous sommes adaptés nous trompe sur l'univers. Il nous fait croire que les phénomènes sont régis par des lois qui leur ressemblent. Par exemple, si je laisse tomber des corps de masse différentes, je les vois qui tombent à des vitesses différentes. Mais dans le vide, c'est pas vrai. Celui qui a compris ça, c'est Galilée. Et Galilée, en 1604, quand il énonce la loi de la chute des corps, tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, il le dit à une époque où on ne sait pas faire le vide. Et donc on ne
pas faire l'expérience de corps qui tombent dans le vide. Et en plus, on pense que le vide ne peut pas exister. Donc la grande question, c'est comment il a trouvé la bonne loi, alors que cette loi contredit ce qu'on voit. Et donc, c'est le point de départ du livre, c'est l'idée qu'en fait, on est enfermé dans le monde, mais on peut quand même trouver des moyens intellectuels d'en sortir, par la pensée, pour trouver des lois universelles qui, étant trouvées, nous permettent de revenir dans le monde pour comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que les lois physiques qu'on apprend à l'école et même après, sont des lois qui contredisent l'observation. Parce qu'elles ne sont pas déduites de l'observation. Le principe de relativité de Galilée, j'en ai parlé tout à l'heure, le mouvement est comme rien. Et vous demandez pourquoi vous payez vos billets de train. Si le mouvement est comme rien, c'est gratis. Ou bien le principe d'inertie, un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne uniforme. Mais quand vous faites du vélo, vous voyez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Pour que le vélo se déplace, il faut exercer sur lui une force en pédalant. Donc les lois physiques, les vraies, sont des lois qui sont paradoxales, parce qu'elles contredisent l'expérience que nous avons du mouvement. Et ensuite, il faut comprendre comment des lois qui contredisent ce qu'on voit expliquent quand même ce qu'on voit. Dans le cas du vélo, vous pédalez, ça fait avancer votre vélo. Si vous cessez de pédaler, le vélo, s'il n'y avait pas de frottement de la roue, des roues, ni de résistance de l'air, et si le terrain était plat, vous pourriez continuer en ligne droite à vitesse constante. Mais nous ne sommes pas dans le vide, et il y a du frottement. Donc on est freiné par des forces qui s'opposent au mouvement. Donc le principe d'inertie, on ne le voit pas directement. Il est en quelque sorte maquillé par les conditions très spécifiques qui sont les nôtres dans ce monde. En fait, la Terre, c'est un endroit très particulier, quoi. Prenez autre exemple, le ciel. Les Grecs l'ont observé, toutes les civilisations ont regardé le ciel, qui apparaît, c'est le cosmos, ordonné, stable, étoile fixe. Et regardez chez les Grecs, le ciel étoilé, la Voie lactée, c'est la matrice qui va servir à étayer la pensée. C'est un modèle pour la pensée. Mais ça, c'est simplement parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Si on avait des détecteurs de particules et de rayonnement comme ceux qu'on a aujourd'hui, on verrait que le ciel, ça barde, hein. C'est très violent. Très, très violent. Il y a des fusions de trous noirs. Il y a des ondes gravitationnelles qui se baladent à la vitesse de la lumière. Il y a des rayonnements invisibles qui sillonnent l'espace. On a détecté, il n'y a pas très longtemps, au fond de la mer Méditerranée, au large de la Sicile, à 3500 mètres de profondeur, grâce à des câbles qui contenaient des photomultiplicateurs, une particule, sans doute un neutrino, qui a traversé, qui a autant d'énergie qu'une balle de ping-pong lancée à grande vitesse. Elle vient d'une autre galaxie. Une seule particule de neutrino, sans doute, très léger, qui a autant d'énergie qu'une balle de ping-pong, qui contient des milliards de particules. Alors on sait pas d'où ça vient, mais on sait que le phénomène physique qui produit ce type d'événement est d'une violence colossale. D'accord ? Et cette violence nous est cachée parce que notre regard étant limité en fréquence pour la lumière, masque beaucoup de phénomènes qui sont réels mais invisibles. Alors imaginez qu'Aristote ou Platon aient eu nos détecteurs. La pensée grecque serait pas la même. Elle aurait été bien différente. Ouais. On mettra en tout cas ce livre dans la description pour tous ceux qui seront intéressés pour le lire. En tout cas, merci Étienne Klein. Merci, c'était un plaisir. Et je souhaite une bonne journée aux lecteurs de Science et Vie. Je ne serais pas devenu physicien sans Science et Vie, moi. Et moi, je n'aurais pas fait ce podcast sans votre exemple. Donc en fait, la boucle est bouclée là-dessus. Merci à vous.